Mais ce que je veux dire maintenant, c'est asymptomatique de la société qu'on a aujourd'hui. Les batailles d'influence. Je ne pense pas, je n'ose pas croire qu'un père de famille peut payer le prix de sa vie. Parce que poser la question ici, qu'on vous dise pourquoi Jacqueline Dalé est en prison, pour des révélations faites par quelqu'un d'autre. Ça ne se comprend pas. Et qu'il est venu juste apporter un démenti qui va d'ailleurs dans le sens des intérêts de ceux que la dame avait accusés. Il est en prison jusqu'à aujourd'hui. Juste parce qu'un bonhomme qui se croit qu'être détenteur du pouvoir décide de dire il va rester là. Et ça, c'est des choses de nature à ne pas comprendre. Je vais en profiter pour dire un autre truc. J'ai comme l'impression que le gens autour du chef de l'État font un effort de faire les choses pour saper un peu cette image-là. Je veux regarder. Il porte un nom lourd, chargé d'histoire. Il n'a pas droit à l'erreur. Je le connais très proche du monde médiatique. Donc j'ai vu Louis France dire qu'il avait un problème d'insuffisance rénale. Il a même donné une référence d'un hôpital de la place où on pourrait aller vérifier. Mais c'est triste et c'est humainement insupportable de voir que quelqu'un peut perdre la vie pour des raisons, des conditions humaines que l'État est censé résoudre. J'ai lu son texte, c'est quand quelqu'un on arrive à ces mots-là, et quelqu'un qu'on connaît surtout comme Jacqueline Dalé qui est quand même coriace, c'est un rock, ça veut dire que voilà, son état est profondément inquiétant. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique.
Le parc de la vallée de l'Intélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Intélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable avec le wax de Maman Moseka. À travers cette émission, vous aurez certainement des lignes qui redéfinissent l'avenir de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, au cœur des multiples enjeux. Au cours de ce numéro, certainement, nous allons nous apaisantir sur la situation sécurité qui prévaut dans l'est du pays, plus principalement dans la ville d'Ouvira, où les Wazalendo imposent leur loi jusqu'à obtenir le retour du général contesté Olivier Gassita à Kinshasa. Nous allons certainement nous focaliser sur cette question. Le Wazalendo, qui représente-t-il exactement entre patriotisme et danger? La question sera évoquée avec notre casting de ce jour, un casting sur mesure au regard de l'actualité et de ce que cela exige ou implique exactement. Nous parlerons aussi de la question de la légitimité. Oui, il faut, l'heure est à l'appréciation du leadership congolais sur la scène internationale. Certainement, le Congo veut justement avoir la légitimité ou la justice à travers la reconnaissance internationale du génocide congolais. Les efforts sont menés pour parvenir à cette fin. Au cours de cette émission, nous allons nous poser certainement ou encore relever les obstacles majeurs qui se présentent à la République démocratique du Congo ou sur ce chemin. Et aussi, nous allons parler de la question du dialogue. Oui, il faut dialoguer, mais pour quelle fin? Pas plus tard que quelques heures, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a accordé une interview exclusive à nos confrères de RFI. Il dit que le dialogue est important, mais le président Félix Tshisekedi a déjà la légitimité du peuple et donc aucun dialogue ne viendrait à donner une quelconque légitimité au président de la République, fort de sa large et écrasante victoire lors de la dernière présidentielle de décembre 2023. Beaucoup de choses à évoquer sur ce plateau avec un casting sur mesure, je le disais. On a l'immense plaisir de retrouver sur ce plateau pour une première, mais désormais, soyez rassurés que vous faites partie du panel d'intervenants des Politikons. Elie Mondonga, vous êtes analyste politique et responsable d'Eco TV. Comment allez-vous? Ça va, bonjour à vous. Merci de l'honneur que vous me faites. C'est la première fois. J'aime beaucoup le plateau. C'est une émission que je suis énormément et la chaîne tout en entier. Et je salue tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, on dit les internautes qui seront là pour nous suivre. Et j'espère que je serai à la hauteur des analyses autour des questions que vous proposez. Certainement, vous allez libérer la voix pour mieux vous entendre. Une invitation, c'est une responsabilité. Et lorsqu'on recourt à votre expertise, nous savons
ce que vous représentez et que vos lignes vont aider nos nombreux téléspectateurs, auditeurs et internautes qui nous regardent en ce net moment. Merci. Et comment se porte Eco TV? Oui, ça va, on tient le coup dans ces mondes d'Internet où la concurrence est rude et coriace, donc il faut énormément produire en termes de contenu. Mais bon, Eco TV a une seule ligne, c'est produire de la qualité, parce que je considère qu'on est un média d'opinion. Pas d'opinion braquée, mais d'opinion, ça veut dire on fait la promotion de la pensée, de la réflexion. Dans les contextes congolais, c'est quand même très difficile de Pourquoi trouver... vous faites bande à part? Pourquoi ne pas proposer ce que la plupart des médias congolais proposent? Quel est l'impératif en vous donnant cette ligne? Moi, ma conception de médias est un peu différente de ce qui se passe à l'interne. Moi, je pense que le rôle des médias, parmi les rôles, il y a aussi le rôle de l'opinion. Ça veut dire il faut comment vous dire ça? Il faut travailler de sorte à impacter les mentalités des gens. Quand je regarde d'autres médias, les gens qui ont beaucoup de temps d'antenne sont ceux qui apportent de la réflexion, qui apportent de la compréhension, de l'analyse. En gros, ça, c'est la tendance habituelle sous d'autres cieux. Voilà, en gros, les intellectuels. Évidemment qu'il y a une place réservée aux politiques parce qu'ils doivent réagir à l'actualité qui les concerne. Donc moi, j'ai pris cet angle-là pour dire notre société a beaucoup de problèmes et nous avons besoin de gens, nous avons besoin de voix qui en proposent la compréhension d'abord, les diagnostics, et ensuite qui peuvent tabler sur les solutions. C'est comme ça que je me suis dit, je vais mettre en place une structure d'opinion où je vais aller chercher des gens qui font un travail sur différents problèmes des sociétés, mais vraiment un travail intellectuel. Et puis c'est eux que je vais interroger. Sauf que c'est très difficile. Au Congo, à Kinshasa précisément, il y en a de moins en moins. Le peu que vous trouvez, c'est refuse le droit ou ces devoirs-là de parler. Et voilà, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. Il y en a qui viennent et voilà, on essaie de donner de la qualité. Et je crois que ceux qui nous suivent apprécient parce qu'on a quand même un bon retour en termes de commentaires. Même moi, il m'arrive par moment de suivre le contenu que vous mettez sur votre chaîne Eco TV. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir surtout répondu à notre invitation. Merci à tous ceux qui nous regardent, je vous conseillerais vivement à faire un tour sur la chaîne de notre ami, confrère Eco TV, où vous allez retrouver des contenus rares que peu de médias proposent actuellement dans la sphère médiatique congolaise. Allez, on a aussi l'immense plaisir de retrouver, après un long moment, notre ami, confrère, Mike Gardidiana. Comment allez-vous? Je disais que tout va bien. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de répondre à votre invitation et j'espère qu'on fera un débat républicain, un débat essentiel parce que pour améliorer la qualité du débat public, je crois qu'on va aller dans cette continuité-là. Et vous aussi, vous proposez de contenus assez rares. Vous êtes plutôt dans la communication institutionnelle. Au début, vous avez eu de fil à retordre à vous imposer, mais aujourd'hui, vous avez gagné un public, vous avez conquis un public et vous êtes presque devenu le chouchou de certains, d'un large public. Même ici chez nous, quand Mike Gardidiana passe, c'est parmi les intervenants le plus consommable. Quelle est la particularité? Je ne dirais pas le plus consommable, parce que le plus consommable, c'est généralement ceux qui sont dans le fighting. Okay. Il faut le reconnaître. Les Congolais aiment cette approche-là, mais la vérité, c'est que nous, on a fait un effort. Mais l'influence que vous avez sur ces gens-là est significative, très pondérante. C'est par école et c'est par tradition. Nous, on a fait le choix, c'est vrai. On pouvait bien, nous, on a fait le choix de rester justement dans cette tradition-là, parce que je dis toujours aux gens, moi, le journalisme, je ne suis pas venu parce que quelqu'un me l'a imposé. À la base, si vous demandez chez moi, mon père, je suis très enclin. J'ai commencé, l'économie m'intéresse énormément. Je l'ai fait, mais après, il y a un appel. Il y a ce souci-là, parce que le jour où je suis entré en contact pour la première fois, je n'ai jamais oublié 2002 avec Patrick Poivre d'Arvor. Il y a eu un déclic, je me suis intéressé à ce métier. Moi, le métier m'a choisi.
À la base, moi, j'avais choisi l'économie, mais après, les métiers m'ont choisi, je suis arrivé. Donc, je n'ai aucun intérêt à pouvoir brader cette profession, juste parce que j'ai envie de 2, 3, 4 high kicks en termes de manœuvre. Donc, on a fait un effort, c'est vrai, de rester ce qu'on est. Parce que je dis toujours aux gens, le plus important dans un métier, c'est être ce que vous êtes. Quand vous voyez quelqu'un n'est pas avoir une personnalité, ça voudrait dire que c'est un mercenaire. Or, je me suis refusé toute ma vie d'être un mercenaire. Je fais ce qui Donc vous avez refusé de galvauder votre identité. Jamais. Tous ceux qui me côtoient, ils le savent. La plupart, surtout les ténors de cette actuelle génération, pour la plupart, beaucoup sont des amis avec qui on a commencé ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, certains savent que dans les lignes, ici, il n'ira pas, là, il ne fera pas. Et je crois que c'est peut-être ça, même si dans le contexte congolais, on aura quand même des difficultés parce qu'à chaque fois qu'on a tendance à être clivant. Le Congolais a fini par s'habituer à une orientation galvaudée. C'est-à-dire, si j'ai décidé aujourd'hui de critiquer le pouvoir, et que quand bien même il y aura un truc de bien, on va le dire. Est-ce que ce n'est pas le cas de le dire? Quelqu'un me disait que Mike Diana est pertinent. Il est bon à suivre quand vous écoutez ses analyses, sa ligne. Mais depuis un certain moment, on a l'impression qu'il s'est aligné. Exactement. Vous savez pourquoi ils le disent? Parce que généralement, depuis toujours, je disais, et si vous suivez dans vos archives, vous verrez, je suis d'accord avec l'orientation choisie par Kinshasa aujourd'hui pour résoudre la question de la crise de l'Est. Pour moi, je disais toujours, le problème de la RDC ne trouvera pas de solution au niveau de la sous-région. Parce que la sous-région est une caisse de résonance. C'est un groupuscule d'États dont les économies dépendent d'un pouvoir. Ils subissent le dictat venu d'ailleurs, et particulièrement de certaines zones d'influence. Au lieu de continuellement rester dans cette chaîne-là, pourquoi ne pas court-circuiter? Allons directement au niveau supra, discutons-en. C'est ça mon orientation. Ce qui fait que ce que le chef de l'État fait maintenant est exactement ce que moi je pensais. Parce que militairement, il ne faut pas qu'on se voie la face. On a beaucoup de difficultés, beaucoup de lacunes. Pour aller vers les vrais instigateurs, les tenanciers de l'action. Le Rwanda aujourd'hui peut vouloir créer une chaîne de valeur en termes d'exploration et d'exploitation de nos ressources stratégiques. Il n'existe pas un marché de transformation de cobalt et autres matières stratégiques. Ils le revendent et particulièrement c'est la Chine avec qui économiquement nous sommes en très bons termes. La Chine est le premier partenaire économique de la RDC. Mais cette Chine-là qui prend de manière officielle, prend également de manière officieuse. Ça relève des questions de politique extérieure. Et moi, je pense qu'à niveau là, je n'en veux pas à la Chine. C'est sa manière, à elle, de gérer sa politique et de maintenir son économie. Mais c'était à nous de changer de cap. Ce qui fait que depuis un certain moment, je suis presque en phase avec ce qu'il fait. On a toujours dit la fin justifie les moyens. Est-ce les moyens qui sont mis en jeu pour parvenir à cette fin ou à cet objectif ultime pour la Congo rassure un tout petit peu le quoi? Vous n'allez pas répondre à ces questions. Oui, je veux juste le dire en quelques phrases. Parce que j'ai toujours dit, le problème n'est pas tant l'orientation. Je peux être d'accord avec l'orientation. Mais le problème, c'est que les acteurs choisis pour pouvoir mener la danse. C'est toujours important. Je suis d'accord. On peut, c'est comme en logique dont on dit. Une réponse peut être fausse, mais vraie. Comment? Quand j'essaie de respecter la procédure, quelle est la formule de delta plus A? Il est possible qu'il y ait une information que je manque. Au niveau de la racine carrée, j'ai mis racine carrée, j'ai commis une erreur là-bas. Ma logique est correcte, mais la réponse est fausse. Et c'est pareil avec la gestion des questions de la République. On peut être dans une logique très correcte, mais on aboutit à une réponse fausse. Parce que c'est pas par manque de tact ou d'intelligence, mais c'est peut-être par naïveté ou par ignorance d'une certaine information. Par manque d'expérience. Et à ces niveaux-là, c'est là où on est, moi je dis, c'est bien de pouvoir suivre ces schémas-là maintenant. Quel acteur il faut manœuvrer avec tact. Quelle stratégie avons-nous en interne? Parce que, pour moi, je suis de ceux qui estiment que dans chaque aspect de la vie, la plus grande forme de l'action, c'est la réflexion. Quand il n'y a pas de stratégie, on va à tâtons. Il est possible, on est dans ce que moi j'appelle les olé. Ça peut marcher par chance, mais dans la plupart des cas, ça ne marche pas parce que ce qui n'est pas pensé convenablement au départ a 90% de chances de chouer. C'est quel auteur encore qui disait ça? C'est qu'il se conçoit bien, s'énonce clairement, et le mot pour le dire vient aisément. Effectivement. Je pouvais, si je pouvais réagir tout petit peu aux propos de Diana tout à l'heure, je suis d'accord avec lui sur la qualité des animateurs. Il est vrai que la réflexion peut être
bonne, l'orientation peut être bonne, mais si l'animateur n'est pas de qualité, c'est difficile d'aboutir à un bon résultat. Mais là où je rentre un tout petit peu en contradiction avec lui, c'est dans son orientation de la gestion de crise au niveau international. C'est parce que vous avez une compréhension essentiellement économique de la crise. Alors qu'il y a une part identitaire, notamment dans cette crise, qui fait que même si on résout les questions d'approche, les questions d'intérêt économique, il a raison quand il parle par exemple de la Chine, et bon, on discutera plus tard s'il faut emmener les chocs chinois et américains sur notre sol, on en discutera plus tard. Mais la question, c'est qu'une fois qu'on a réglé la problématique économique, il faut revenir à la sous-région pour régler les sources profondes de ces crises qui sont essentiellement identitaires. Et vous avez vu que... Essentiellement identitaire. Oui, vous avez vu que bon, essentiellement... J'aurais préféré que tu dises oui, aussi identitaire. Pas essentiellement, aussi identitaire. Et vous avez vu que c'est l'approche même de Washington. C'est-à-dire que Washington a la compréhension économique de la chose, mais ensuite il a fait venir Kigali parce que de toute façon, il faut régler les questions d'ordre identitaire, d'ordre militaire et tout ça, que l'international ne peut pas régler. C'est essentiellement au niveau de la sous-région. Donc moi, mon orientation, c'est dans le deux sens. Donc il faut aller à l'international, pour des raisons économiques, mais pour des raisons de sécurité et des peuples, parler d'identité, il faut rester dans un permanent dialogue de la sous-région. Je crois qu'il est peut-être parti sur une approche que Gédéon souffre juste en 30 secondes. Que Gédéon souffre en 30 secondes. Il est parti sur une approche parce qu'il n'a pas entendu. Je n'ai pas une orientation essentiellement économique. Je le dis parce que quand il évoque la question identitaire, une orientation secondaire née d'un État ambitieux comme le Rwanda. Je pense le contraire. Mais bon. Vous savez pourquoi? Non, faisons la cartographie. Quand vous parlez des crises identitaires, vous parlez de quoi? Je sais qu'aujourd'hui, l'épineuse question, c'est communauté Tutsi et autres. Mais à la base, c'était un fait politique. C'est là où je rentre dans la logique. Si vous lisez Génocos de Charles Nana, j'ai mis une phrase où il dit « La question de la guerre de l'Est, dès lors que vous sortez de son contexte historique, vous vous perdez. Parce qu'il y aura toujours un élément factuel qui pourra justifier chaque acte posé. Or, dans les éléments historiques, le problème identitaire fait partie de la stratégie de l'invasion. Alors, prenez votre mal en patience, on en parlera. En fait, malheureusement, c'est un débat très passionnant pour moi également. Pour moi également. Oui, on en parlera, mais à Kinshasa, aujourd'hui, tout le monde en parle. Oui, cette défaite des Léopards qui fait mal, en tout cas à plus d'un Congolais. Nous attendions plutôt une victoire contre les Lions de la Teranga au stade des Martyrs, un match comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Allez, contre toute espérance, les Léopards ont déraillé face aux Lions de la Teranga en fin des parties. Pourtant, les Léopards avaient le contrôle de la rencontre. Quand je vous ai eu au téléphone, vous étiez au stade, dans le bruit, impossible. Je ne suis pas allé au stade parce que, après, j'ai mal vécu l'expérience de la Tunisie. Je m'étais interdit d'aller au stade. J'ai regardé le match à la télé, mais j'étais dévasté. J'étais dévasté parce que, vous savez, de toutes les façons, le foot, moi, c'était aussi une partie de ma vie, mais permettez-moi de dire un truc aujourd'hui. Notre plus grande difficulté, surtout ce qui a pesé sur ce match, on accorde beaucoup trop d'importance à la dimension supra dans le foot. C'est vrai que c'est essentiel, le foot, à ces niveaux-là, il y en a. Mais les gens disent que si nous avons perdu, c'est beaucoup plus à cause de cette réalité. Oui, en fait, ils n'ont pas tort. Vous savez, pour quelqu'un qui a joué au football jusqu'au championnat de l'élite, je sais de quoi je parle. Ils n'ont pas tort. Mais justement, c'est là où, psychologiquement, cet élément nous rend la tâche difficile. Vérifiez, vous verrez qu'il a circulé ici une information que le match était de 2-1. Et curieusement, je me suis rendu compte que même en regardant la posture de Léopard, dès lors que le score était arrivé, on s'est dit le match est plié. Le match est fait. Il y a eu une forme de léthargie et on a encaissé le 3 buts sénégalais, sont des buts de gag. C'est-à-dire des situations comme ça, je ne vais pas dire cafouillage, mais évitable. Des situations évitables. Et ça, malheureusement, je trouve ça écœurant.
Parce que j'ai encore posé la question, les gens vont m'expliquer, je sors vraiment de la logique que les gens aiment du football. Je me suis posé la question, quand vous regardez le Léopard du Soudan, regardez contre le Sénégal. Deux équipes complètement différentes. Face au Sénégal, on a décidé de ne pas jouer. J'ai voulu poser la question, mais pour quelqu'un qui connaît les méandres de football, j'ai eu ma réponse de moi-même. Quand vous regardez un garçon qui techniquement apporte beaucoup plus, qui est pour moi le vrai binôme de Théo Bongonda, à l'aile droite, capable de faire des débordements, de pouvoir créer un surnombre. Non, Nathanaël beaucoup. Qui a fait un très bon match au Soudan. On l'enlève pour le choix de Meshak Elia. C'est vrai, il apporte de la vitesse. Et il y a aussi une valeur, c'est que Meshak Elia, défensivement, il est bon. Elia est bon offensivement, il fait également des efforts défensifs. À ce niveau-là, il n'y a aucune faute. Mais s'il était demandé de faire un choix, je crois que Nathanaël Mboukou présentait beaucoup plus d'aptitude pour une équipe qui voulait gagner le match. Avec un jeu offensif. Avec un jeu offensif. Ouais. Mais Meshak Elia, joueur Yangomba. Je ferme vite cette parenthèse. Et heureusement qu'il nous a fait mentir. Ouais. Il a fait son match. Ouais, deux passes décisives, c'est suffisant pour un latéral. Mais après la gestion du match, le Sénégal voulait avoir la possession du milieu du terrain. Le Sénégal voulait nous prouver que c'est une équipe qui a maintenant un record d'invincibilité. Ça faisait 24 matchs, maintenant 25 matchs sans avoir perdu. Et aussi venant avec ces statuts-là du Sénégal. Mais je me suis rendu compte que c'était une équipe prenable. C'était pas un foudre de guerre. La preuve. 2 actions nettes seulement au début, on a marqué. C'était une équipe prenable. Mais cette mentalité de faire croire. Vous savez, même quand vous avez le féticheur vous a dit que le match est de 1, gardez ça pour vous, laissez le joueur faire le match. Effectivement. J'ai comme l'impression que les Léopards étaient là, le match est fait, et vous verrez qu'à la fin, même le choix de changement à la fin. Quand vous avez une défense de colosse comme Khalidou Koulibaly et que vous voulez mettre la percussion, on est resté avec un seul défenseur parce qu'on défendait à 2-2. Le choix physique, c'était Essendé, c'est pas Mayele. On a préféré Mayele parce que c'est un garçon qui peut vous sortir un truc comme ça, Yamoulili, et puis pas, il marque. Ça, à ces niveaux-là, encore une fois, ça renforce mon sentiment qu'on est beaucoup resté sur les approches supra, alors que le football, même à ces dimensions-là, il est possible que techniquement, le football se gère. Il faut arrêter ce football des années 90. Le supra existe, oui, mais à un moment donné, quand vous êtes allé chez vous, on vous a dit que le match est à 2-1. Il ne faut pas oublier, ce sont des Ouest-Africains. Effectivement. Ce sont des Ouest-Africains. Vous ne boxez pas dans la même catégorie. Ce n'est pas le même type qui fait le match. Est-ce que la RDC en perdant face au Sénégal, on a amélioré nos chances de qualification pour la Coupe du Monde? Bon, c'est vrai qu'on aurait souhaité gagner ce match-là et prendre la pole position. On serait parti largement sali. Il nous resterait les 2 derniers matchs. Il suffit de gagner un seul match. Le reste du match, ce sera la formalité. On nous donnerait l'occasion de rêver de la Coupe du Monde. On en rêve depuis trop longtemps. Mais là, les chances sont encore là parce que de jouer le barrage. Je sais aussi qu'avec le barrage, c'est un peu compliqué. Parce que dans la mentalité des équipes qui resteront, je vois... Bon, c'est vrai que j'ai vu en tête de deuxième maintenant, c'est le Gabon. C'est jouable. C'est jouable. Les chances, on en a encore. Mais j'aurais souhaité pour une fois qu'on parte sans calcul. Pour une première fois de la vie, on nous aurait facilité la tâche d'aller comme ça, avec rationalité, avec beaucoup d'apaisement, que de commencer à faire des calculs maintenant. Ah ouais, il faut que ça là. C'est fort de ces mauvaises habitudes que moi, c'est ce qui m'a beaucoup écœuré. C'est un match gérable. Je sais que le Sénégal n'était pas une 3 facile. Mais quand j'ai regardé ces matchs-là, on pouvait bien gérer notre match et faire les résultats. Malheureusement, on a perdu pour des considérations que je trouve assez anormales. Le Congolais tenait à tout prix à cette victoire qui leur a échappé entre les mains. En fin de partie, la mobilisation était maximale. On n'y a jamais cru comme cette fois. Plein à craquer. Mais un comportement décevant, c'est qu'à la fin, le supporter décide de casser les sièges, briser les vitres du stade de Marty, le stade de Marty qui paye un lourd tribut après ses défaites face au Lion de la Teranga. Un comportement antisportif. Oui, antisportif, non fair play, comme on dit. Donc, oui, un comportement antisportif, non fair play. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est condamnable, il faut le condamner. Mais vous savez,
les analystes n'ont pas que vocation à condamner. On condamne, bien sûr, les faits sont là. Moi, j'encourage même que les enquêtes soient faites et qu'on retrouve, si jamais il y a des caméras de surveillance, si jamais on a la possibilité d'identifier tous les malfaiteurs. On n'a jamais eu de caméras de surveillance au stade de Martyr, que je sache. Il faut y penser parce que l'État doit savoir remettre de l'ordre par exemplarité quand il y a de troubles à l'ordre public. Mais Diana vient de dire quelque chose de très intéressant qui est une réponse à tout ce qui s'est passé. Il a fait une analyse très brillante du match, mais ce qu'il a dit est une réponse au comportement social qui s'est passé après le match. Parce que l'attente était tellement dans le supra que les gens qui sont allés voir le match ont ressenti ces liesses-là de léopards, ont ressenti cette différence de léopards. Et vous savez, quand on est dans la masse, le comportement peut surgir et dériver à un comportement aussi non encourageable que c'est ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire les gens ont réagi par émotion suite à l'incompréhension du fait que c'était un match qu'on tenait. On avait marqué 2 buts, on avait la possibilité de gérer ce match-là et de gagner. Et qu'on voit un Léopard revenir en seconde période aussi faible, aussi fatigué, qui refusait quasiment de jouer comme a dit Diana. Personne ne pouvait le comprendre. Notre déception était totale quant à ces... Et son analyse sur nos attentes autour de tout ce qui est un peu mystique, un peu superstitieux, explique notamment pourquoi est-ce que les gens, par colère, par dégoût, par déception, parce qu'on était très mobilisés. Est-ce que c'est ce type de croyance qui a amené l'entraîneur ou le sélectionneur à ne pas aligner, par exemple, une équipe combative ou pugnace? On reproche aussi à la plupart des joueurs de ne pas avoir un temps de jeu dans leur club respectif. Et l'entraîneur ou le sélectionneur a jugé défendable d'aligner le moins compétitif en laissant par exemple sur le banc à ceux qui pouvaient apporter du tonus à l'image de Nathaniel Boukou, comme l'a dit Mike Diana. Je suis d'accord qu'il y a eu des erreurs en termes de choix, des erreurs techniques en termes de choix, mais ça arrive généralement. Simplement, on a une très belle ossature pour cette sélection. Comme on n'en a jamais eu. Et on voit le résultat. Vous avez vu combien on était au top face au Soudan. Vous comprenez? C'est-à-dire que la sélection qui a été faite, c'est autour de joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu et qui sont d'ailleurs à la une des mercatos quand même aussi aisés. Et il faut dire que beaucoup de joueurs qui sont appelés sont en première division, contrairement à des fois passées où on a de temps en temps de joueurs qui sont en seconde division avec les temps de jeu très réduits. C'est lui qui a un temps de jeu moins parmi tous ceux qui ont joué hier, c'est peut-être Meshak Elia qui ne joue pas encore suffisamment. Mais il y a Meshak Elia, on parle de Meshak Elia, on parle de Chancel Mbemba, on parle de Yohan Wissa, avec la brouille avec Bradford, et depuis qu'il a rejoint son nouveau club, il n'a pas encore joué, c'est-à-dire 0 minutes de temps de jeu. Les championnats viennent de reprendre, donc il va jouer, il est en première division, donc c'est le plus important, moi je pense. Mais moi j'épouse vraiment l'analyse de Diana. Quand vous regardez les matchs, vous sentez qu'il y avait une attente au niveau psychologique qui ne se reposait pas sur la technicité du jeu, qui ne se reposait pas que sur les facteurs, je vais dire, physiques et matériels du football. Il y avait un autre niveau d'attente. Et quand on a vu qu'on a pu marquer les deux premiers buts, on a lâché. Oui, il y a eu un soulagement pour la qualification. Il y a eu un soulagement et voilà. Et quand regardez l'attitude par exemple de Sadio Mané quand on marque le premier but, vous comprenez que c'est ça un footballeur. Il dit on se calme, on maîtrise les jeux et on va jouer. Et c'est ça que le Sénégal a fait. Il a compris qu'on avait encaissé en termes psychologiques. Il a contrôlé les milieux de terrain et il est allé concrétiser ses résultats. Comme Diana le disait, l'espoir n'est pas perdu. Il nous reste 2 matchs à faire. Mais nous n'avons plus le destin. Mais il faudra compter sur un faux pas de Lyon et espérer gagner les 2 prochains matchs qui nous restent. Effectivement, si on avait gagné hier, c'est vrai qu'on serait dans une position plus confortable
confortable que dans laquelle, comparée à laquelle nous sommes aujourd'hui, mais rien n'est perdu. On a les vents en poupe pour la Coupe du Monde parce que ça faisait longtemps. Il faut quand même que ça nous fasse rêver, qu'on revive encore le Léopard en plein Coupe du Monde. Ça sera pour le plaisir du peuple congolais. Oui, on y a cru jusqu'au bout. Mais le rêve s'est envolé dans le dernier minute. Mais pas le rêve de la Coupe du Monde. Hein. L'espoir est encore perdu. Effectivement. Allez, vous allez mettre un mot chacun pour ce qui arrive à notre confrère Jacques Ndala. J'étais dans le couloir de l'enfer à Makala depuis quelques mois. Sa situation va des mal en pis. Et selon les dernières informations, Jacques Ndala serait entré dans le coma. Il a laissé un testament bouleversant. Et donc le diagnostic est brutal sur son état de santé. Un mot par rapport à ce qui arrive à notre confrère. Bon, je dirais que c'est notre ancien confrère Jacques Ndala est maintenant politique. Mais moi, je peux l'aborder. Une précision détail. Parce que, mais il reste journaliste. Bon, dans l'âme. Quand on a été journaliste, quand on est bon journaliste, on le reste à vie. Ouais. Ça ne quitte jamais. Moi, par contre, quand je faut parler de Jacques Ndala, la plupart des gens connaissent. En 2010, moi, j'ai fait partie de l'aventure Caricube. Quand il a lancé son agence à 4 langues, nous sommes parmi les gens qui sont arrivés prêter main forte pour que ça aille pour le mieux. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est asymptomatique de la société qu'on a aujourd'hui. Les batailles d'influence. Je ne pense pas, je n'ose pas croire qu'un père de famille peut payer le prix de sa vie. Parce que poser la question ici, qu'on vous dise pourquoi Jacques Ndala est en prison pour des révélations faites par quelqu'un d'autre. Ça ne se comprend pas. Et qu'il est venu juste apporter un démenti qui va d'ailleurs dans le sens des intérêts de ceux que la dame avait accusé. Il est en prison jusqu'à aujourd'hui. Juste parce qu'un bonhomme qui se croit qu'être détenteur du pouvoir décide de dire il va rester là. Et ça, c'est des choses de nature à ne pas comprendre. Je vais en profiter pour dire un autre truc. J'ai comme l'impression que les gens autour du chef de l'État font un effort de faire les choses pour saper un peu cette image-là. Je veux regarder. Il porte un nom lourd, chargé d'histoire. Il n'a pas droit à l'erreur. Vous allez m'excuser, mais je vais aller dans beaucoup d'exemples pour expliquer qu'il y a des gens qui décident délibérément de faire les choses dans le sens de torpiller cette image-là. Dans un contexte de crise, les gens sont en train de suivre un match. Quelqu'un décide de faire de la communication intrusive. Pendant qu'on regarde le match, vous nous mettez un reportage politique de la visite du chef de l'État. Quand le match, maintenant, on a perdu, les gens se mettent à... Et donc, je pense qu'il y a un désordre fou qui ne dit pas son nom. Il faudra qu'on se ressaisisse un tout petit peu. Et j'aimerais rappeler ici que si le sens objectif du droit, c'est la punition, son sens logique, c'est la réparation. Être en prison ne veut pas dire aller mourir là-bas et puis rester dans des conditions. Même un prisonnier a des droits. Au-delà de sa liberté et de ses droits politiques qui sont privés, son droit à la vie, à la bonne santé, à la nutrition, même, je crois que même à la liberté d'expression, c'est l'une des rares libertés qu'on ne peut pas emprisonner. Alors, c'est de la responsabilité de l'État congolais. Il faudra faire quelque chose rapidement. Les nouvelles nous disent qu'il serait acheminé. Je n'ai rien vu. On attendra voir pour pouvoir confirmer. Mais encore une fois de plus, cette approche d'attendre que les choses s'aggravent, je me demande, est-ce qu'en prison, il n'y a pas des services d'inspection qui contrôlent régulièrement? Est-ce qu'en prison, l'administration sur place ne sait pas tenir compte de la réalité de la vie de chacun? Puisqu'on est en prison, je suppose que chacun doit être au courant au moins de l'évolution de l'état physionomique de chacun. Et donc, si on pense que c'est ça la prison, dans l'idée de faire souffrir, de détruire jusqu'à conduire à la mort, on est loin de devenir des humains et des êtres normalement constitués. Allez, merci beaucoup. Tout notre soutien à Jacques Ndala. On voit la chaîne de mobilisation, ça et là. Et il y a même une campagne de soutien lancée en ligne depuis quelques heures pour
soutenir ses compatriotes, ses patriotes résistants qui n'a pas volé, n'a pas tué, n'a pas pris les armes contre la République, comme lui-même l'a dit d'ailleurs dans son bouleversant testament révélé il y a quelques jours. Elie Mondonga, de quoi souffre-t-il exactement? Bon, j'ai vu, je n'ai pas lu personnellement un rapport médical, mais je le connais très proche du monde médiatique. Donc j'ai vu Louis France dire qu'il avait un problème d'insuffisance rénale. Il a même donné une référence d'un hôpital de la place où on pourrait aller vérifier. Mais c'est triste et c'est humainement insupportable de voir que quelqu'un peut perdre la vie pour des raisons de conditions humaines que l'État est censé résoudre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que, comme le dit Diana, on emprisonne quelqu'un parce qu'on le prive de sa liberté, mais pas de ses droits? Quelqu'un a droit à la bonne santé. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça de mettre des dispositifs médicaux de sorte à ce qu'une prise en charge sanitaire soit correcte, minimalement correcte en prison? Moi, j'ai été une fois en prison, j'ai fait le tour à l'infirmerie, mais comme il a dit, il n'y a aucune humanité dans ce que j'ai vu. Il n'y a aucune humanité. Vous avez vu qu'on a libéré, quand l'ancien ministre de la Justice a libéré quelques prisonniers qui n'avaient pas eu de procès, qui n'avaient pas eu de condamnation. Vous avez vu dans quel état certains sont sortis. C'est un mouroir. On y envoie les gens, franchement, pour y laisser leur vie. Alors que ces pauvres personnes qui sont emprisonnées, c'est quand même eux qui sont des contribuables. Les gens sont tués alors qu'ils contribuent, ne serait-ce qu'économiquement, à ce que ces prisons-là survivent. Moi, je pense qu'on doit quitter cet aspect de la République des règlements des comptes. C'est parce qu'on a un pouvoir aujourd'hui qu'il faut absolument faire voir aux autres qu'on peut se permettre tout. C'est incorrect de penser comme ça. Jacinda a dit qu'on lui a refusé l'accès aux soins. Son état s'est détérioré davantage, mais que gagnerait la République en faisant détruire un père de famille? Il n'est pas le premier à le dire. Beaucoup qui vont en prison racontent tout le temps cette histoire-là, que c'est difficile de trouver le moyen d'aller se faire soigner. On refuse aux gens les droits les plus élémentaires d'être en bonne santé. Comment? Parce que la prison, c'est un endroit de correction. Mais comment vous allez corriger quelqu'un qui ne sera plus là? Comment est-ce que vous allez le réinsérer dans la société alors que vous l'avez détruit sanitairement? Donc moi, je pense à sa femme, je pense à ses enfants. En tout cas, je joins ma voix. Je suppose qu'ils sont dans un état bouleversant en ce moment. Mais oui, c'est frustrant, c'est énervant de voir... voilà, comme si défendre ses opinions, c'était devenu un métier à risque au point d'y laisser la vie. Comprenez que je parle avec émotion, c'est parce que c'est difficile à supporter. J'ai lu son texte. C'est quand quelqu'un en arrive à ces mots-là, et quelqu'un qu'on connaît surtout comme Jacinda, qui est quand même coriace, c'est un rock. Ça veut dire que voilà, son état est profondément inquiétant. Et moi, je pense à ses enfants. Je joins ma voix à votre appel. Vraiment, si on peut faire quelque chose au titre de cette campagne. En tout cas, n'hésitons pas. Peut-être qu'on pourra sauver sa vie assez rapidement. J'espère qu'il sera utile à la République plus tard et qu'il arrivera surtout à dépasser, parce que c'est une colère qui peut être personnelle. Et j'espère qu'il arrivera à dépasser ça et faire passer la République au premier. Sinon, toute ma compassion à lui et à toute sa famille. Il faut réagir, intervenir de façon urgente afin que cette vie soit sauvée. Le faire après serait perçu comme autrement. Le meilleur moment de le faire, c'est maintenant. Allez, merci. Je pense que le message est passé. Nous allons parler de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, où la République compte encore le nombre de ses morts. Hier, les ADF ont tué. Le bilan est sans appel. Plus de 70 personnes dont leurs vies ont été fauchées. Et il y a aussi la situation incontrôlée dans la ville d'Ouvira.
les Ouazalendo imposent leur voix ou leur autorité jusqu'à obtenir le rappel du général nommé Olivier Gassita à Kinshasa. D'emblée, quelle lecture faites-vous de cette situation qui prévaut dans la ville d'Ouvira? Je crois qu'on le disait tout petit peu à l'entame de l'émission, quand Diana faisait l'intervention autour de la gestion de la crise. Ça reconforte le propos que je disais tout à l'heure, qu'au-delà des raisons économiques, il y a une profondeur identitaire et communautaire qu'il faut absolument aborder. Vous allez vous rappeler que quand on visionne les vidéos et tout ça, il n'y avait pas que les Ouazalendo qui réclamaient le départ du général. Il y a aussi la société civile, ça veut dire, on peut dire entre guillemets, la population qui réclame le départ du général. Parce que, entre guillemets, il serait accusé de porter une responsabilité dans la chute de Bukavu, parce qu'entre guillemets, il appartiendrait à une certaine communauté qui ne serait pas congolaise. Vous comprenez que c'est des affrontements comme ça, communautaires, qui sont à la base de cette crise. Et vous ajoutez à ça les petits jeux d'intérêt, tout le cocktail est fait pour être explosif. Mais moi, je pense que Kinshasa n'avait aucun autre choix. Pour des raisons d'accalmie, il fallait rappeler le général, et notamment pour des raisons de sa propre sécurité. Mais le bémol, c'est que ça donne une image, encore une fois, de la faiblesse de l'armée, comme quoi les Ouazalendo peuvent maintenant avoir ce qu'ils veulent quand ils le démontent. Et ça, ce n'est pas une très très bonne image pour notre armée régulière. Mais c'était important de trouver l'accalmie, parce qu'il faut savoir que les M23 ne sont pas très loin de la ville d'Ouvira. Donc on n'avait aucun intérêt à avoir un échange de tirs musclés entre les Ouazalendo et les FARDC, qui de surcroît sont partenaires, sont alliés. Et ça aurait pu permettre à l'ennemi de profiter et de contrôler la ville d'Ouvira. Vous avez suivi les déclarations. Eux-mêmes disaient que si la ville d'Ouvira tombe, la dimension, l'ampleur de l'occupation va devenir plus pertinente. Pour ne pas répéter ce que quelqu'un disait, que c'est le Congo qui tombera ensuite. Je crois que la posture de Kinshasa a été plutôt une posture d'accalmie, mais il faut que les services d'intelligence fassent le travail en amont. Il faut qu'on arrête avec la politique d'essuyer les crises en aval. Donc il faut à un moment donné que les décisions soient accompagnées d'une intelligence stratégique, parce que si on avait bien réfléchi à la situation sociale et communautaire de la place, je pense qu'on aurait pu éviter cette erreur-là qui a quand même coûté la mort à, je crois, une dizaine de personnes ou à peine 10. C'est regrettable. Mais bon, voyons ce que ça va donner. Mais ça en dit long sur la profondeur de la crise en République démocratique du Congo, que je pense qu'on aura le temps de décortiquer tout à l'heure. Ouazalendo, parlons-en. Quels sont-ils exactement? Est-ce un groupe guidé par un élan patriotique ou représentait-il une force incontrôlée tendant à détruire l'appareil de l'État, ou un allié des FARDC? On a une manie en République démocratique du Congo, dans notre façon de faire la com, comment je peux dire ça, de réduire des questions complexes à des entités simples. Vous savez, les Ouazalendo d'aujourd'hui, les mots a pris du succès à cause de la résurgence des M23, mais les Ouazalendo sont en fait un groupe qui a émergé de petites milices d'autodéfense pour des raisons, des conflits identitaires, à la base. Et puis bon, à la suite des conflits, ils ont pris un volume, et après qu'ils ont été sollicités par la République, donc ils ont pris un très grand volume. Et il faut noter qu'ils ne sont pas homogènes. C'est un groupe très hétérogène. Disparate. Oui, ils sont un peu partout, parce que c'est un rassemblement justement de groupes d'autodéfense. Un peu comme les Maïmaï, les Kadeko et les autres. Donc, patriotique,
je ne sais pas à quel niveau, antipatriotique, je ne sais pas à quel niveau, mais je sais que c'est des jeunes gens qui se sont constitués en groupe d'autodéfense parce qu'il y avait des questions sécuritaires que l'État n'arrivait pas à régler et que la population devrait se protéger. Représente-t-il un danger aujourd'hui? Les milices, ça représente toujours un danger parce que c'est en fait la définition, l'exemple parfait de l'absence de l'autorité de l'État. Parce que le monopole de la violence revient à l'État. Donc quand les milices commencent à naître et à prospérer, on va vers le chemin de Far West et c'est jamais l'ordre. Vous comprenez? C'est toujours un danger. Mais après, on est dans un contexte où on est attaqué. Dans la stratégie, il peut se comprendre que le gouvernement ait besoin des renforts pour se permettre effectivement de vaincre les velléités militaires, mais aux allures de l'information, des informations qui nous parviennent. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contradictions. D'abord entre eux, le Ouazalendo, c'est pas un groupe homogène comme je le disais, il y a beaucoup de dissidences. Et il y a beaucoup de dissidences aussi entre le Ouazalendo et les FARDC. Parce qu'au niveau de commandement, ce n'est pas les mêmes formations, ce n'est pas la même idéologie, ce n'est pas la même doctrine. Donc vous comprenez que l'armée étant autant technique, donc il se pose un problème de la chaîne des commandements, un problème d'intérêt. Donc c'est devenu un conflit un peu, une question un peu plus complexe. Et n'oubliez pas que les politiciens, s'y sont mêlés. Et quand les politiciens congolais se mêlent de questions sécuritaires, vous savez ce que ça donne. Moi, je pense personnellement que ça va être notamment l'une des questions pertinentes si jamais il y a des négociations dont il faut qu'on parle définitivement. Il faut qu'on parle définitivement. Il faut qu'on organise une armée régulière assez efficace pour éviter, en effet, des apports des milices qui deviennent ensuite difficiles à gérer. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de Ouazalendo. Hier, on parlait des Maïmaï. Avant-hier, on parlait d'autres groupes. Ça commence à devenir une méthode d'État, mais qui de toute façon s'avère être dangereuse parce que ça ne donne que des résultats qu'on ne souhaite pas. Merci beaucoup. Marc Diana, est-ce qu'avec toute cette situation que nous vivons dans la partie orientale du pays, sommes-nous loin de sortir de l'auberge? Ouazalendo, parlons-en. De qui dépend-il exactement? Merci pour la question. Quand vous parlez de Ouazalendo aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de jeunes gens d'autodéfense. Dans le Ouazalendo, il y a plusieurs parties, c'est vrai. Il y a des civils qui ont décidé de prendre cette orientation-là. On va y revenir pourquoi. Mais il y a également les anciens militaires dans le Ouazalendo. Et aujourd'hui, dans la forme de Ouazalendo actuelle, c'est qu'il y a eu une orientation d'ordre étatique pour pouvoir engager une forme d'autorésistance dans des espaces ouverts. C'est vrai que quand on parle de mouvement d'autodéfense aujourd'hui, il me souviendrait que M. Laurent-Désiré Kabila aurait laissé une proposition de loi, malheureusement qui n'était pas encore adoptée, sur la gestion. Pourquoi? Il s'est inspiré des autres États. Le mouvement d'autodéfense qui viennent en allié de l'État, il y en a. Je ne parlerai pas de l'Azawad au Mali, les Hezbollah, donc le Moyen-Orient. M. Laurent-Désiré Kabila, pour avoir été aux côtés justement des instigateurs de l'agression de la RDC, a compris quelle était la mentalité. Pour lui, il les disait d'ailleurs dans chaque discours, c'est que pour lui, il n'y a pas meilleur que d'engager chaque citoyen dans la défense de la patrie. Quand il disait que la bataille sera longue et populaire, c'est parce qu'il était dans le secret des dieux. Il savait quelle était la profondeur stratégique utilisée par les autres. Ce qui me ramène dans ce que je dis, c'est vrai, les conflits, les questions d'ordre communautaire font partie de problématiques dans la gestion de la guerre de l'Est. Mais pour moi, c'est un fait secondaire qui part de bien plus loin que ça. C'est une stratégie. Les gens qui ont pensé à l'avance pour avoir le contrôle sur la République sont partis sur des considérations d'ordre économique. Ils ont trouvé des vassaux ou encore de valets pour pouvoir faire ce travail-là. Le Rwanda, le rôle que le Rwanda joue et ce rôle qui en passe de quitter déjà le Rwanda pour aller vers le Kenya, c'est pour servir des intérêts venus d'ailleurs. Mais dans le fond aujourd'hui, le Ouazalendo, il s'agit d'un mouvement allié de l'État, de fait, pas de droit. Parce qu'il faut faire une précision. Il n'y a pas eu une convention de l'État disons vous venez, non. C'est une alliance de fait. On arrive, les M23 ressurgis, commencent à menacer et à étendre leur zone d'influence. Les autres se disent, non, écoute, nous, on ne veut pas aller dans ces dynamiques-là, on ne va pas se laisser faire, comme chaque Congolais, mais avec un groupe assez organisé,
À la limite, je ne vais pas Dans faire... le porte-parole de FARDC, le général Sylvain Ekenge avait bien raison de dire que les Ouazalendo ne dépendent pas de Kinshasa. De l'armée. De l'armée plutôt. L'armée est un corps avec ses structures en interne. Ouais. Dans l'armée, il n'y a pas un corps à part entière qui s'appelle Ouazalendo. Ça n'existe pas. Le Ouazalendo est un mouvement à part. Ce que j'ai dit de fait, qui sont devenus alliés au gouvernement parce qu'ils poursuivent les mêmes objectifs. Comment sont-ils contrôlés? Comment sont-ils organisés? Quand vous parlez de maintenant, comment sont-ils la question nous permet aujourd'hui de limiter les risques de dérives. Comment sont-ils contrôlés? Comment sont-ils gérés? Et préserver le monopole de l'autorité qui doit revenir à l'État. Comment sont-ils gérés? Je rappelle aux gens, il existe aujourd'hui. Vous savez, l'armée gère l'opérationnalisation des approches sécuritaires, mais la gestion plus efficiente de l'armée provient d'autres structures. Dans l'approche avec l'administration, il y a un ministère, mais il y a, comment on appelle, le Conseil supérieur de la défense. C'est là où chaque intervenant, parce que dans la notion de la guerre, il n'y a pas que l'armée loyaliste. Je vous ai donné l'exemple ici des États comme le Mali qui s'en sont sortis dans des périodes de crise avec des mouvements d'autodéfense comme l'Azawad et les autres qui, par la suite, se sont alliés de manière formelle à l'État tout en reconnaissant à l'État son pouvoir et son monopole et lui laissant continuer. C'est généralement des mouvements qui interviennent dans des moments de crise qui sont des situations transitoires mais pas définitives. Or, chez nous, le contexte des mouvements d'autodéfense est resté définitif parce que, je rentre dans le considération générale, il y a des faiblesses dans le pouvoir de l'État. Et c'est pour ça que Mosé Laurent Désiré Kabila a utilisé cette stratégie pour pouvoir se défaire des orientations belliqueuses sur l'État congolais. Pourtant, l'approche, tout ce qu'on nous a vendu, c'était lui, il est belliqueux. Quand il est arrivé au pouvoir, il s'est rendu compte que le complot était énorme et que rien qu'avec l'armée, et l'armée telle qu'il l'avait trouvée, il était impossible. Il a changé de paradigme, il a intégré la population dans la notion de défense nationale. C'est comme ça qu'il est parti sur une approche de pouvoir mettre en place dans les zones vulnérables des mouvements d'autodéfense pour permettre à la jeunesse d'être le premier rempart dans la défense de la patrie. Et donc, c'est dans ce contexte-là que les choses se sont déroulées. Et aujourd'hui, on en paie encore le prix. Est-ce qu'il y a un danger? Oui, il y a un danger. Il y a un risque. C'est l'incapacité de contrôler ces différents mouvements. Parce que ce sont des mouvements indépendants qui, généralement, suivent certaines zones. Donc, dans ce contexte-là, il faut savoir comment trouver des mécanismes pour pouvoir gérer la plupart de ces gens-là. Et après, c'est généralement des contextes où si vous gérez mal, ça se transforme, ça quitte l'autodéfense, ça se transforme en des milices en interne. Parce que c'est des phases. À un moment donné, ils peuvent être des mouvements d'autodéfense, ils peuvent se muer en milices quand ils deviennent des agents causals du désordre, de troubles. Et c'est ce qui se passe généralement. Et généralement, c'est ce qui arrive par absence de contrôle. Effectivement. Ce qui n'est pas encore le cas pour le Ouazalendo. Mais maintenant, dans le cas du général, les Ouazalendo ne l'ont pas réquisé parce qu'il est Munyamulenge. Faisons une nuance. On dit qu'il a été pour beaucoup dans la chute des audios de la ville de Bukavu qui attesteraient de sa complicité dans la chute de Bukavu. Vous comprenez? Et je préfère, moi, prendre cette option-là, entre guillemets, parce que c'est une accusation. Il y a des entités habilitées pour pouvoir... Est-ce qu'elle était étayée? Parce que le porte-parole de l'armée a réagi que c'est un homme correct. Pas aller très loin. Et il a été sur plusieurs fronts. Non. Et en remportant plusieurs victoires. J'ai eu, pour la première fois, je suis entré en contact avec son nom, c'est 2002-2004, avec les événements des Minembwe. Il a été l'un des artisans majeurs. Là, on l'appelle les héros de Yumbi. Il y a Yumbi aussi. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, dans ces contextes ici, permettez-moi de ne pas aller très loin. J'ai dit, ce sont les accusations portées par le Ouazalendo pour justifier son éviction. Donc, il ne faudra pas qu'on laisse dans l'opinion l'orientation du genre parce qu'il est Munyamulenge. Quand il défendait la République, on ne parlait pas des Munyamulenge. Et surtout que pour la plupart des gens qui le connaissent, ils disent qu'il fait partie de ce rare qui a une haine viscérale contre le régime de Kigali, parce que pour lui, il estime que si cette crise identitaire s'exacerbe, c'est à cause de sa manière de faire, la politique mise en place, notamment vis-à-vis de la RDC. Et donc, on est dans un contexte ici, c'est un fait très grave, hein, des faits de guerre, de renseignement. Laissons la justice militaire faire d'abord les premiers pas et puis on verra si c'est vrai. Et c'est alors que je crois que pour des raisons d'accalmie, puisqu'il y a déjà une crise de base dans l'opinion, ça s'en quitte la dimension militaire. Dimension populaire, dès lors que vous mettez l'audio pour dire qu'un général a comploté pour faire tomber une ville et de surcroît vous ajoutez une identité, Munyamulenge,
Ça suscite l'euphorie, l'émotion. L'émotion voilà. et autres. Et ce qui fait que Kinshasa devrait gérer ces cas-là, on le ramener à Kinshasa, le temps de trouver une autre solution. On peut engager une discussion et maîtriser les entités, notamment le FRDC et le Ouazalendo, qui aujourd'hui sont presque alliés dans la défense de la patrie. Mais la bataille de l'opinion, il ne faut pas aller de cette manière-là. Rappelez, Olivier, il faut commencer par trouver un terrain d'entente. N'est pas un signe que Kinshasa a cédé à la pression ou à l'autorité qu'impose actuellement les Ouazalendo. J'ai appris une chose. Tout fait social devient un fait politique dès lors qu'il prend de l'ampleur. Et quand on arrive à ce niveau-là, il faut éviter qu'il y ait une implosion. Et je crois que la meilleure des stratégies, c'est aller dans l'intervention, dans la gestion, avant de trouver d'autres solutions définitives. Vous citez le porte-parole de l'armée, lui-même a également dit qu'on ne va pas sanctionner un général de l'armée juste parce que les Ouazalendo le disent, pour faire plaisir aux gens. C'est-à-dire qu'il y a eu des accusations à la base, par mesure d'enquête pour des raisons de précaution, c'est qu'on le rappelle à Kinshasa, le temps de faire lumière sur les accusations qui sont portées sur lui et étayer le fait, après quoi, il y aurait une décision des institutions qui gèrent les orientations d'ordre militaire, notamment le Conseil supérieur, tenant compte des éléments qui proviendront de la justice militaire. Sur le champ, je crois que c'était la meilleure des stratégies. Je le disais depuis le matin aux amis, je crois que ce que Kinshasa a à faire de mieux maintenant, c'est de le rappeler à Kinshasa, le temps que le calme règne, qu'on laisse d'abord quelqu'un, peut-être de manière transitoire, gérer les orientations militaires là-bas, le temps de trouver une solution à l'accalmie, ou soit le temps de lever, si jamais ce sont des fausses accusations portées contre lui. Si aussi c'est vrai, il mériterait sanction, mais avec beaucoup de tact. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase où, dans la profondeur stratégique de l'ennemi, il n'attend que surfer sur les erreurs que nous commettons. Il dit, je prends un exemple. On condamne quelqu'un parce qu'à la base, on dit qu'il fait des détournements, mais après, il y a des gens, non, on l'a condamné parce qu'il est des tels, il est des tels, il est des tels, il est des tels. On amène des considérations. Et je crois que cette fibre-là, les autres utilisent. S'ils viendront, maintenant, il faut le faire avec beaucoup de tact pour éviter de donner de l'eau dans le moulin de ceux qui estiment que le Rwanda, qui justifie sa présence pour la protection d'une certaine communauté minoritaire, puisse se trouver également un matelas ou surfer. Mais il faut rappeler aussi à la plupart des gens là, la loi est dure, mais c'est la loi. Puisqu'on estime qu'on est Congolais, cette loi-là s'applique de manière équitable à chaque Congolais qui serait accusé d'un fait, surtout à ces niveaux-là, des faits qui touchent à la sûreté de l'État. Donc, je crois qu'il sera sanctionné pas par les individus, mais par la loi, qui est un instrument qui s'applique à chaque Congolais, puisque nous, on a décidé de les considérer en tant que Congolais comme ça. Il n'y a pas de débat à ces niveaux-là. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes. Et chacun de vous prendra 5 minutes pour conclure avec ces sujets, la question du dialogue. Est-ce important de dialoguer? Pourquoi doit-on dialoguer? Le président a donné sa ligne, la ligne à suivre. Et pour lui, il y aura dialogue, mais avec les Congolais qui ne sont pas inféodés au dictat des puissances étrangères. C'est qu'il y a une évolution positive par rapport à sa prise de position en août 2024, quand il répondait à Fayoulou qu'il n'y avait pas de crise au Congo, quand Fayoulou demandait justement qu'il y ait dialogue national inclusif. Aujourd'hui, est-ce important de dialoguer pour résoudre quel problème? C'est important de dialoguer parce que bon, c'est une autre méthode de gestion. Je crois qu'à Doha, on est déjà en train de le faire. Les pourparlers de Doha, c'est un dialogue dans le cadre de ramener l'accalmie. Mais je comprends votre question parce que l'attendement au sein de l'opinion, que ce soit politique ou sociale, du dialogue, c'est le dialogue politique, comme on a l'habitude de le faire, comme on l'a fait pendant 18 ans de la Kabylie, concertation, dialogue, où il faudra rassembler la classe politique autour de questions de crise et ensuite aboutir à un gouvernement de large union nationale, une transition, tout ce que vous voulez. C'est le même type de dialogue qui se présente à nous? Je crois que c'est ce que la classe politique demande. C'est ce que la classe politique demande. Et moi, je ne suis pas très, très fan de ça. Quoique je pense personnellement que pour des raisons d'accalmie, on n'aura pas vraiment le choix parce que Diane le disait, on ne va pas se mentir, on n'a pas le moyen militaire d'arriver au bout de la crise. Donc il faut à un moment donné, c'est donner les moyens diplomatiques, c'est donner les moyens dès la conversation pour y arriver. Mais c'est ce qu'on est en train déjà de faire au niveau de Doha. Parce que est-ce qu'il y a une crise politique au niveau de pays?
Personnellement, je ne la vois pas. Je ne vois pas de crise politique, je vois une crise sécuritaire portée par un discours politique d'une frange des gens qui n'ont pas considéré que les élections 2023 étaient crédibles, mais encore que ça, c'est de la considération d'opinion, parce que la justice n'a pas pondu une décision dans ce sens-là. Donc il n'y a pas une crise politique, il n'y a pas une crise de régime. Je crois que la majorité parlementaire a été dégagée de manière assez naturelle pour l'Union sacrée. Donc je vois pas de crise. On dit qu'il faut dialoguer pour vider ou parler des causes profondes. Quelles sont ces causes profondes? Et entre autres, se cause la question de légitimité, l'organisation des élections, les dernières élections, comment elles ont été organisées, ne font pas partie des causes profondes qu'il faille discuter. Non, puisqu'on parle de causes profondes, malheureusement, on n'aura pas assez le temps pour avoir cet échange avec Diana autour de causes profondes, parce que moi, je suis vraiment en contradiction fondamentale avec lui quand il pense que les raisons identitaires et des conflits communautaires sont en deuxième position. Moi, je pense le contraire. Parce que même quand on remonte les génocides rwandais, on voit que les jeux d'intérêt sont venus justement se poser au-dessus d'une crise identitaire déjà existante et qui ensuite a causé tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc moi je pense que les crises identitaires au regard de l'histoire du Congo, qui à mon avis est un espace, les bassins du Congo qui est un espace qui a réuni, qui a rassemblé, sans d'ailleurs comme une attente, énormément de nations, énormément d'États, énormément d'identités. Je pense qu'il faut considérer au premier degré les raisons identitaires et les crises communautaires. Mais est-ce que le dialogue politique, comme on a la coutume de le faire chez nous, est une méthode de résolution? Je pense que non. La seule méthode de résolution aujourd'hui, moi je pense personnellement, c'est la vision politique de la construction d'un État qui fonctionne et d'une nation qui pourra en effet faire taire les identités particulières au profit d'une identité nationale. Qu'est-ce que vous entendez par un État qui fonctionne? Un État qui fonctionne, ça veut dire vous avez les éléments de l'État qui sont en conforme coordination autour de la puissance publique. Ce que nous ne vivons pas aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des Wazalendo, on parlait des groupes d'autodéfense. Il y a beaucoup d'éléments qui définissent en fait l'État failli de la République. Et ça date de 30 ans aujourd'hui. Depuis 98 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas toujours su construire un État qui fonctionne correctement et qui peut résoudre des problèmes qu'un État résout naturellement. Vous comprenez? Et moi, je pense que c'est ça la première des solutions. La deuxième des solutions, comme on le disait tantôt sur ce plateau, c'est qu'aux côtés de la réflexion de l'État-nation qui doit être construit, il faut poser la question de la qualité des animateurs. Parce que moi, je veux relever quelque chose de très important. Ça nous a marqué depuis toujours? Oui. Et ceux qui animent nos institutions actuellement ne sont pas dignes de l'être? Non, c'est une vieille histoire qui nous colle à la peau. Est-ce que vous vous rappelez que de 60 à 64, nous avons eu de crises, notamment sécuritaires, parce qu'il y a eu beaucoup de sécessions, notamment politiques, parce qu'il y a eu des doublements d'institutions et tout ça, en raison, en effet, de la qualité des animateurs. C'est-à-dire qu'on avait eu l'indépendance, on avait une constitution, on avait les institutions, mais la qualité des animateurs posait problème. On a eu ces crises-là, et ça fait les lits du coup d'État de 65. Vous vous rappellerez encore que de 90 à 97, on a eu les mêmes types de crises. Des crises de la même nature. On a eu des problèmes au niveau politique, encore une fois, dédoublement des institutions, on a eu des problèmes sécuritaires, et ça nous a conduit aux événements de 97 qui ensuite ont conduit aux événements de 98 et ensuite 2002-2003. Tout ça, c'est toujours autour de la qualité des animateurs. Et encore une fois, après le Sun City, 30 ans plus tard, on a le même problème. Donc à un moment donné, si dialogue doit y avoir, c'est un dialogue autour d'un nouveau pacte social, si on veut, ou d'un nouveau pacte républicain, mais qui pose deux questions. La question de l'État et de la nation, et la question de la qualité des animateurs. Notre plus grand problème en tant qu'État et nation, le Congo, c'est que souvent, et très très souvent, on n'a pas d'animateur à la hauteur de la tâche
c'est ce qui justifie la crise qui nous attend. Et c'est qu'il y a dans l'Est. C'est ce qui justifie la crise. Et c'est comme ça que quand vous êtes en profondeur dans l'étude des nos-crises, vous allez vous rendre compte qu'elles se ressemblent toutes. Et malheureusement, chaque génération vient répéter en effet les mêmes erreurs au niveau de solution. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'en allant dans un dialogue politique, les choses vont se résoudre. Mais un dialogue politique va produire quoi? Va produire un gouvernement, va produire une gestion commune des préparations des élections, qui est une gestion plutôt comment dire, une gestion sans confiance, parce que chacun veut profiter de l'État pour avoir les moyens d'aller compétir aux élections prochaines. Et on fera tout, sauf résoudre les problèmes de profondeur qui sont à l'origine de nos crises. Moi, je dirais depuis 60. Comment il faut faire face aujourd'hui, face à l'urgence qui s'impose? Le président de la République, lors du deuxième congrès de l'Union sacrée, avait rappelé qu'il y aura dialogue, mais sans préciser la date, moins encore le contour. Pourquoi ne le fait-il pas maintenant? Est-ce le temps et son allié, ou le temps et l'allié du Congo? Moi, je pense, si j'étais conseiller du... Rapidement, en une minute. En une minute, je pense très, très rapidement que l'État n'est pas allié du président de la République. Il a encore 3 ans, jusqu'en 2028. Oui. Ça ne lui donne pas une certaine garantie? C'est là où il y a le piège, justement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la République, une partie de la République est prise par des gens qui sont soutenus par le Rwanda. Et aujourd'hui, tous les observateurs le disent, que la force militaire déployée sur place peut rester pendant longtemps. Et ces gens-là, aujourd'hui, s'ils ne peuvent pas avancer très loin, c'est au nom de la légitimité que porte le président de la République aujourd'hui. Il est dépositaire d'un pouvoir qui lui est très légitime. Adolphe Moussouto l'a rappelé aujourd'hui, que le président est encore légitime. Oui, le dialogue ne viendrait pas lui donner une quelconque légitimité. Les dialogues ne donnera pas une quelconque légitimité, mais les dialogues, c'est pour des raisons d'accalmie. Okay. Et si ça ne se fait pas aussi rapidement, ça veut dire qu'il sera tard si jamais demain, cette légitimité-là touche à sa fin, dans un ordre de temps constitutionnel. Comment ça? Ça veut dire, par exemple, je vous donne un exemple pour dire le plus clairement possible, si c'est fait que jusqu'aux horizons de 2028, on n'a toujours pas trouvé le moyen que les armes se taisent au niveau des localités, des territoires ou des villes et des provinces prises, il arrivera à un moment donné où on aura d'un côté un groupe qui a pris d'assaut la République par les armes, et d'un côté, une classe politique qui ne sera plus légitime parce que simplement le temps constitutionnel serait passé. Et là, on entre, encore une fois, dans une crise beaucoup plus profonde, parce que cette fois-là, au-delà de la crise sécuritaire, il y aura une crise politique. Et je vous ai fait... Mais il peut appeler au dialogue en 2027, comme en 2028. Mais c'est ce que moi je conseillerais. Ça veut dire, parce que moi, ce que je vide, c'est quoi? C'est que l'histoire se répète. À chaque fois qu'on a eu ces cocktails de crises politiques et des crises sécuritaires, on a eu un retour militaire au pouvoir. À chaque fois. 60-64, ça conduit à 65. 90-96, ça conduit à 97. Vous comprenez? Et donc, il faut faire en sorte que nous restions sur l'axe de la crise sécuritaire qui peut se résoudre par différentes orientations qui d'ailleurs sont en train d'être prises aujourd'hui, avec lesquelles je suis d'accord, et ne pas permettre qu'au-dessus de la crise sécuritaire s'ajoute une crise politique. Parce que si, par exemple, les uns et les autres sont dans une stratégie de tirer le temps en longueur, il y a un risque qu'on arrive en 2028 sans élection, sans légitimité, et avec une crise sécuritaire, et ça va rajouter une crise politique. Et vous savez, quand on regarde les deux autres jurisprudences que j'ai évoquées tout à l'heure, on va peut-être arriver à une situation d'un coup d'État, d'un retour militaire au pouvoir, et ça nous fait énormément reculer. Donc il y a besoin que les gens se parlent maintenant, qu'on arrive à avoir... Et pourquoi pas attendre peut-être... 2027 ou 2026 pour le faire. Maintenant, quand je dis... Ce serait une stratégie dosée. Non, mais quand je dis maintenant, je suis dans le temps d'avant le 20 décembre 2028. Je crois que c'est le 20, hein, si je ne me trompe pas. Le 20 décembre 2028. Je suis en fait dans le temps constitutionnel. Je voudrais que la calme revienne
dans les temps constitutionnels, parce que ce qu'on ne peut pas se permettre de faire, c'est de perdre l'ordre constitutionnel. Si on perd l'ordre constitutionnel, cette fois-là, on rentre dans une crise de légitimité. C'est une crise politique majeure. Et ça va. Vous n'avez aucune idée de quelles ampleurs ces crises-là vont prendre une fois couplées. Vous comprenez? Donc ça va légitimer certains discours, ça va légitimiser certains discours, et ça va donner beaucoup trop de légitimisation à la crise sécuritaire, et on entrera dans un chaos, dans un désordre qui ne sera aucunement profitable à la République. Merci beaucoup. Magda, vous allez conclure. Quel pourrait être le rôle des uns des autres à jouer pendant cette crise ou dans la résolution de la crise? Je dirais que c'est toute la question fondamentale sur quelle est l'implication et l'influence de politique dans la résolution de la crise sécuritaire. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, la crise congolaise, s'il faut parler de la crise de manière formelle, la crise est sécuritaire. La crise politique, il faut dire, je n'en vois pas également. Cependant, quand vous regardez les discours de politique, on se sert de certains faits de gouvernance pour pouvoir justifier une certaine crise qui existerait. Mais permets-moi également de revenir encore une fois de plus pour fixer le base. Parce que quand on parle de cette question sécuritaire, il y a évoqué plusieurs éléments. Moi, j'ai toujours une question que je pose aux gens. Quand on estime que le problème ou la crise identitaire est la première crise qui conduit à l'insécurité, je me demande, cette crise a commencé quand? Quand on s'est trouvé le point d'orgue de la crise, on s'est trouvé les éléments qui justifient la crise. Je vais rappeler ici la convention fondamentale signée par Joseph Désiré Mobutu, que beaucoup de gens n'ont peut-être pas accepté après. C'était toute communauté qui était sur le sol congolais avant 1960 est d'office considérée comme congolais. Or, déjà avant les années 60, il y a eu des communautés toutes dans le montagne du Sud Kivu. Jusque pendant cette période, il n'y a jamais eu de problème jusqu'aux années 90. Si, il y en a eu. Non, quand je dis des problèmes, pas des problèmes de l'ampleur que vous évoquez. Oui. De la même manière que quand je vous dis, si vous rentrez de l'autre côté, à l'ouest, les problèmes entre les communautés, il y en a eu plein. Oui. Mais comment ça s'est géré? Et c'est là où vous avez raison. Non, c'est juste que juste 30 secondes, c'est là où vous avez raison. C'est-à-dire que quand il y a ces problèmes-là et qu'à côté, il y a la faiblesse de l'État, bah, ça explose. Ben justement, ce que vous me revenez, ce que je dis, les autres, dans la profondeur stratégique, ont compris nos faiblesses. En fait, l'une des premières raisons de la crise sécuritaire n'est pas forcément communautaire. Nous sommes issus d'une mosaïque, on a appris à rester comme ça. Le problème, c'est que les autres ont considéré que ce qui était de petits problèmes, ils ont embrayé pour en faire des problèmes à grande dimension. Je pose une question. Comment quelqu'un qui a organisé, a perpétré un massacre entre deux communautés seulement qui existent, deux communautés majeures qui existent dans un pays, peut prétendre vouloir protéger les mêmes communautés qui se sont réfugiées de l'autre côté? C'est toute la problématique. Arrêtons de faire croire aux Congolais. Nous, on a appris à vivre avec nos divisions. Je vous ai dit que nous, depuis notre existence en tant qu'État, on a fait les premiers pas vers le clanisme. C'est-à-dire, dès lors qu'on sort de l'indépendance, le premier réflexe, c'était « Nanyazui pouvoir, Adam Congo, nous, on n'est pas d'accord ». Alors, quelle pourrait être la solution à ce moment-là? Et c'est fondamental. Mouvement à côté. C'est ce que je dis. Le problème, c'est que c'est fondamental, mais ça fait partie de nos problèmes de société. On vivait avec. Je suis d'accord. Sans que ça nous conduise à une forme d'implosion. Les autres en ont utilisé pour justifier un contexte à la base. C'est ce qu'on appelle des raisons apparentes. Mais les vraies raisons de cette guerre-là, croyez-moi, mon cher frère, c'est une guerre. C'est une guerre d'intérêt. Alors, la solution passerait par quoi? Les dialogues? Vous parlez de dialogue. Vous parlez être l'un des moyens. Vous parlez de dialogue. Je suis de ceux qui pensent, et je le dis toujours pour moi, quand vous dirigez la République démocratique du Congo, le dialogue est un mécanisme de gestion. La preuve, c'est que nous, on a consacré la notion de la géopolitique comme facteur essentiel dans la gouvernance. On tient toujours compte des sensibilités de gauche à droite. Quand il y a un problème, on rentre. Et c'est là où je trouve le danger, c'est que dans notre élan de démocratisation, on est parti tout en gardant la mentalité bantou d'autrefois. Bien sûr. Parce que s'il faut aller dans la coloration démocratique telle qu'on voulait y aller à l'occidental, on ne rentre pas dans ces considérations-là.
Et c'est dangereux d'ailleurs. On ne rentre pas dans ces considérations parce qu'on estime que la notion de démocratie, la question de l'État, c'est une question de compétence, d'intelligence et autres considérations. Mais nous, on sait fondamentalement ce que nous sommes. On a dit, non, il ne faut pas partir comme ça. Il est impossible que si jamais c'est lui qui a le pouvoir et de l'autre côté, décide de faire les choses à sa manière. Je lui dis, mais il est impossible qu'il fasse les choses de sa manière parce que le pouvoir exécutif est l'émanation du pouvoir législatif. Or, le pouvoir législatif est un mandat collectif qui tient compte de la sensibilité à gauche. Partout au monde, le pouvoir législatif, c'est le représentant de tel autre. C'est communautaire en vrai, si on peut le dire comme ça. Comment déjà on nous donne des pistes, mais nous on décide d'ajouter d'autres pistes qui se superposent à des problèmes existentiels déjà. D'où la question du dialogue maintenant, le problème c'est que là où la sémantique dialogue pose problème. Je vous pose une question à $1 million, quelqu'un répond. Maintenant, on veut dialoguer, pourquoi? Parce que si c'est un problème de crise sécuritaire, mais enfin, il a présenté un projet, il a dit qu'il se sentira président, que le jour où il aura résolu le problème de la crise de l'Est. Il est en train de soit de tenter des approches. Il a encore 3 ans. Essaye ta méthode, nous on te regarde. Si tu ne réussis pas en 2028, si tu ne sais pas partir par les élections, c'est alors que légitimement on active les dispositions constitutionnelles qui nous permettraient de te mettre dehors parce que, par crainte de la déliquescence de l'État. L'une des faiblesses de l'opposition actuelle, particulièrement des gens qui ont poussé une certaine opposition militaire, c'est qu'ils sont allés vite en besogne. On a voulu établir une approche comparative entre la période du président Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Joseph Kabila était hors contexte légitime, ce qui pouvait justifier certaines dynamiques. Mais c'est lui qui est passé par des élections 2 fois. On peut critiquer, ok, il y a eu des problèmes en interne. Même aux États-Unis, on a vu le Capitole pris d'assaut pour des problèmes de contestation des élections. Mais maintenant, après, quel est l'instrument qui vous confère cette légitimité-là? Donc pour vous, il est important de dialoguer maintenant. Non, dialoguer, on peut dialoguer. Faut pas attendre. Il n'y a pas d'opportunité. Après les délais constitutionnels. Il y a la question d'opportunité qui se pose. On peut dialoguer à n'importe quel moment, mais la question que la population se poserait, on veut dialoguer pour quelle finalité? Moi, je suis de ceux qui considèrent la science, la téléologie comme élément essentiel dans les résolutions prises au niveau étatique. La calmie. Ok, on veut quelle accalmie? Parce qu'on a une grande partie de la République. Non, justement, mettons-nous d'accord. Oui. Si on réunit toutes les partis politiques aujourd'hui pour dire qu'il y a une grande partie de la République qui est prise en otage de manière militaire. Ça sera qu'une solution intermédiaire? Nous, en tant que politiques, quelle est la solution qu'on trouve? Non, les politiques n'ont pas de solution. Allez. Non, mais regarde, j'aime la réponse. J'aime la réponse à la fin. Quand on dit que le politique n'ont pas de solution, quelle est la nécessité d'un dialogue politique alors? Si eux n'ont pas la solution militaire là-bas, moi je vais vous arriver là où il y a ramification. Vous savez, dans l'intelligence, les Américains, avant d'aller dans le bilatéralisme avec nous, ils ont dit, écoute, on va essayer de gérer ces conflits tout en tenant compte de pôles d'influence. On externalise la question avec le Rwanda. On dit, avec le Rwanda, c'est pris à part. Ce qui nous laissera le boulevard de discuter, de connaître les vraies intentions de ceux qui ont pris les armes. Mais vous savez, les premières raisons sont quoi? Les dilatoires. Il n'y a que 2 raisons majeures qui sont présentées maintenant. Le premier, c'est la libération des prisonniers. Le deuxième, un dialogue politique sincère. Ah, vous avez pris les armes pour le dialogue. Allez. La question c'est que vous voulez les dialogues sous quel format? Parce que quand vous parlez des dialogues, nous sommes justement à Doha. Ça, on ne le dit pas encore. Nous sommes justement à Doha pour dialoguer avec vous. Oui. Ce qui veut dire que si des gens avec qui vous êtes en dialogue vous demandent un autre dialogue, c'est-à-dire qu'ils quittent les approches simplement militaires, il devient politique. Tout à fait. Mais maintenant, c'est là où il y a la ramification. Quand on se retrouve autour d'une table, qui sera l'acteur majeur? Parce que dans le contexte congolais aujourd'hui, c'est Nanga qui a pris les armes à notre moment. Nanga viendra nous dire, voilà moi ce que je reproche à la République, voilà mes exigences. J'aurais accepté, j'aurais aimé voir. Vous savez, la meilleure décision, c'était qu'on ait une feuille de route de l'AFCM 23. Voilà ce qu'on exige. Mais vous savez pourquoi cette feuille de route ne peut pas être publique? Parce que je me rends compte que malgré cette stratégie d'isoler le Rwanda qui était le principal parrain, qui entremêlait un peu les exigences avec ses intérêts en tant qu'État, on n'a pas résolu le problème parce que la réflexion du Rwanda s'était déjà superposée à des politiques congolais, qui même à Doha seront ceux qui vont fournir les éléments de langage. Merci. Donc en gros, on entre dans une forme de complexité aujourd'hui. Il est nécessaire, si on veut aller au dialogue, faut la première de règles, Gédéon,
Il faut que chacun s'identifie en tant que tel. Moi, j'adhère à l'approche de Nanga parce que j'exige ça à la République. Ça nous permettrait de faire un distinguo entre l'opposition militaire et l'opposition non militaire. Quand on arrive autour d'une table, on sait exactement quelle orientation prendre avec tel autre et tel autre. Pour moi, si on n'a pas ces préalables-là, ça sera un dialogue entre des gens qui viendront et diront, écoute, on te reproche parce qu'on était alliés et puis après, à un moment donné, tu as coupé tous nos intérêts. Donc, faisons Gisambo et puis Pobiso Totiko Kim. Je crains qu'on retombe dans le dialogue à la congolaise. On a dépassé largement les temps. Non, mais vraiment 30 secondes dans ce que Diane a dit. Allez-y rapidement. Il a raison, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une force militaire qui s'est opposée à la force régulière. Ça veut dire que les territoires sont pris. Mais là où vous avez raison, au nom de revendications politiques. Et moi, parce qu'on fait vraiment de l'analyse politique pratique, il y a deux acteurs avec qui on peut dialoguer sur ce format-là de revendications politiques. Il y a l'AFC, je ne parle pas du M23 parce que je pense que le M23 c'est la branche militaire qui permet des revendications politiques de l'AFC. On peut rentrer dans des considérations du bien ou vain, comment dire, la question de souche. Voilà. Le M23 obéit à quel ordre? C'est pas l'AFC. Non, je suis d'accord. J'ai dit que l'AFC, c'est la branche des revendications politiques. Et puis, il y a le PPRD. Je préfère les termes, c'est la branche de la congolisation du mouvement rebelle. Non, moi, je préfère le terme de la branche de la revendication politique. Parce que si on rentre encore dans ce débat-là de qui est congolais, qui ne l'est pas, c'est plus complexe que ça. Donc, moi, je préfère la branche politique. Et puis, il y a le PPRD qui n'a pas pris part aux élections de 2023. Au nom de quoi l'organisation... Il représente un acteur important Je dis pas un acteur dans la résolution important. Non, je classe en termes de revendication. Il ne faut pas les lier au mouvement rebelle, le PPRD. Non, il ne faut pas les lier au mouvement. Parce que, en fait, je reprends sa logique de dire quelle est la nécessité du dialogue. Comme il a dit, il a bien expliqué. On a écarté un peu le Rwanda pour discuter avec ceux qui ont pris les armes et connaître les raisons. Les raisons sont politiques. Ils reprochent la dictature, tout ce que vous connaissez de la gouvernance, de la gouvernance de la chanson politique. Mais à côté de ça, il y a aussi les PPRD qui reprochent quasiment les mêmes choses et qui n'a pas pris part aux dernières élections 2023. Ce qui m'amène à me dire, les autres oppositions à Kinshasa, ce que tu disais tout à l'heure, n'ont aucun sens. Leur demande de dialogue n'a aucun sens. Parce que c'est des gens qui ont pris part aux élections et qui n'ont pas gagné. Certains n'ont pas gagné. Et les PPRD encore moins qui, même si ont décidé de réorganiser les résultats de ces élections. Puisque vous n'avez pas pris part. Au nom de quoi les PPRD n'a pas pris part? Au nom de la mauvaise organisation électorale. C'est ce qu'ils disent. C'est leur revendication, c'est que, par exemple, leur représentation... Les revendications sont beaucoup plus complexes ou... Non, les revendications sont politiques et superficielles. Voilà. En vrai, voilà. Si on Merci beaucoup. Ça, on restera beaucoup plus sur des interrogations que sur les réponses. Effectivement. Permettez en une minute. Non, on est arrivé à la fin. Le temps nous pourchasse. On laisse beaucoup plus sur les problèmes que répondre. En une minute, on peut répondre. Non, en 10 secondes, ça marcherait. Déjà, je vais quand même prendre les 10 secondes. Je crois qu'on est dans un contexte où la nécessité de dialoguer, c'est parce que, partant d'une crise, on n'est pas encore dans d'autres crises, mais on risque d'engendrer les autres crises. Effectivement. Par principe d'anticipation, c'est là où le dialogue prend son sens. Engendrer d'autres crises, de quelle nature? Non, mais il peut engendrer des crises politiques, il a compris mon propos. Autre crise sociale, autre crise. Parce qu'une crise sécuritaire peut engendrer beaucoup de choses. C'est-à-dire que créer une fissure dans les sphères politiques, créer déjà la fissure au niveau social, sociétal, les éléments sont là. Un exemple concret, si on arrive en 2028 et qu'on ne retrouve pas les territoires occupés, comment on va aller aux élections? On sera pas, c'est-à-dire c'est déjà un frein aux élections. C'est compliqué. Et seulement, j'aimerais aussi demander à l'opposition de faire vite parce que sur certains prétextes, vous donnez aussi des béquilles. Arriver avec l'exigence du processus électoral en 2027, le pouvoir peut être d'accord et dire bon, ok, puisque c'est le cas, on annule ces élections, on passe une phase transitoire. Vous lui ajoutez un autre mandat parce que l'autre considérant être annulé. C'est comme ça que c'était une erreur. Soyons un peu plus intelligents dans nos tactes, dans les orientations. C'était une erreur politique. C'était une erreur politique que l'opposition politique à Kinshasa n'entre pas dans le gouvernement parce que ça les fragilise
énormément plus. Bon. Et c'est lui qui l'a vu, comme toujours d'ailleurs, hein, c'est Adolphe Muzito qui a compris, effectivement, parce qu'il fallait rentrer, faire un bloc, et puis discuter peut-être avec les autres. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire. Il n'était pas obligé d'entrer dans on le le remarque. C'est allié par le gouvernement. Quand tu es dans le gouvernement, tu ne peux plus opposer. On prend rendez-vous pour une autre émission incessamment. Je crois qu'il faudra une émission beaucoup plus élaborée pour revenir sur la question. Merci essentiellement sur la question de d'être venu. Eli Mondonga, analyste brillant, responsable d'Eco TV. En tout cas, je vous recommande à suivre. Et vous allez en apprécier le contenu. Et merci aussi à Mac Gardidiana d'avoir répondu à notre invitation. C'était certes difficile, analyste, mais quand même... Journaliste, patron de Spain Corporate Communication, oui. Qui a en son sein 2 médias, Baptiste Afrique, qui est un magazine consacré sur les questions de développement, notamment la reconstruction de villes, mais également Le Franc-Tireur, qui est un média d'information générale. Voilà. Et c'est un média aussi crédible. Ne vous hésitez pas à vous procurer de copies ou de revues. Allez, merci. On se retrouve à tout à l'heure pour d'autres thématiques abordées sur notre chaîne. Allez, bonsoir chez vous.